recruter, c'est pas que recruter une compétence, c'est aussi recruter un être humain, tout simplement. Un candidat reçoit ce genre d'exercice, en fait, c'est que l'exercice a déjà été fait en interne et il y a un niveau minimum de qualité en fait à livrer pour avoir une chance de passer à l'entretien. Il vaut mieux prendre quelqu'un avec qui on s'entendra peut-être aussi un peu moins, mais qui va avoir des compétences complémentaires, plutôt que quelqu'un qui a exactement les mêmes compétences que nous et qui est notre pote. Restons encore sur les CV, j'ai juste une petite remarque à faire. Les CV qui s'appellent CV, faut arrêter. Hein. Hello Nicolas, hello tout le monde. Salut Bouchra, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous abordons le sujet réussir ses recrutements. Ou comment réussir son premier recrutement en tant qu'entrepreneur. Vaste sujet. Tout à fait. C'est un sujet où on a de l'expérience dans le sens où on a déjà fait passer des entretiens et on a déjà évalué des CV dans notre carrière précédente. Nous avons quand même réussi à faire quelques erreurs dans nos premiers recrutements. Et nous en faisons encore, et nous en ferons encore. Oui, effectivement. De toute façon, c'est pas une science exacte, un recrutement. Il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de choses qui dépendent aussi du moment. Donc, on va essayer de faire un petit récap. Un petit aperçu de choses à faire, en fait, ou des points d'attention, en fait, sur ce sujet. Ce sujet-là du recrutement, c'est un sujet qui est très précis. On peut se dire, c'est au moment où on recrute, mais finalement, les conseils qu'on vous donne, ça marche très bien aussi pour recruter un prestataire ou un partenaire. C'est-à-dire que les conseils qu'on va vous donner ici, vous pouvez les utiliser pour justement choisir avec qui vous voulez travailler, même si ce n'est pas directement un recrutement. Alors, pour aujourd'hui, j'ai identifié quelques sujets. Il y a plusieurs points. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10 points à aborder. Ok, allez, vaste programme. Alors, le premier, c'est la définition des besoins. Donc, avant de recruter, il faut s'assurer qu'il y a un réel besoin. Effectivement, quoi qu'il arrive, on ne recrute pas pour le plaisir, on ne recrute pas pour dire qu'on a recruté, on recrute parce qu'on a besoin soit de déléguer une activité, soit d'avoir une nouvelle compétence dans l'entreprise. Voilà, il y a un besoin derrière. Et donc, il faut définir ce besoin. Exactement. La première action, c'est de définir ce besoin. Qui est la personne ou quel est le profil qu'on cherche, quelles sont les compétences qui sont attendues et puis quelle va être la feuille de route, on va dire, de la personne. Dans le sens où recruter un profil ou une compétence, comme tu dis Nicolas, pour derrière la faire travailler une semaine, toutes les 3 semaines, c'est un petit peu dommage. Il faut s'assurer aussi que... la personne, on va lui donner de l'activité qui va être intéressante pour elle au quotidien. Effectivement, et c'est le moment où on définit aussi, où on construit la fiche de poste, quand on définit le besoin. Exactement. Deuxième sujet, donc, c'est la législation du travail. Alors oui, il y a des règles à connaître quand on recrute. Il y a des choses à savoir, il y a des paliers aussi qu'on franchit au fur et à mesure. Donc il y a le premier recrutement, ensuite il y a au bout de 10 salariés, etc. etc. Il y a des choses en fait qui avancent dans le temps. Dès le premier recrutement, il y a des obligations. Il y a des obligations tant en termes de contractuels, de protection de l'employé. Un document unique, il me semble. Il y a un document unique, etc. qu'il faut pouvoir présenter s'il y a un contrôle. Il y a 2 références au document unique. Il y a le document dans lequel on référence en fait toutes les entrées et sorties dans l'entreprise. Donc en fait, c'est la liste des personnes qui ont travaillé dans l'entreprise, leur date d'arrivée, de départ, un certain nombre d'informations qui sont obligatoires à conserver. Et puis il y a le document unique de gestion des risques, où là en fait c'est tout ce qui est lié en fait à la protection justement des employés, et donc lister en fait tous les risques auxquels ils peuvent être confrontés dans l'exercice. Et donc on parle là de risques psychosociaux, de risques de blessures, voilà, il y a plein de risques. Il y a toute une nomenclature qui est listée par l'État. Et il faut être en mesure de reconnaître les risques sur lesquels il y a un risque et ensuite mettre en place des actions pour éviter justement les problèmes. Et de souvenir, il y a aussi l'affichage obligatoire. Effectivement, il y a aussi un affichage obligatoire si on a des locaux. Même si on n'a pas de locaux, en fait, il y a quand même cette notion d'affichage. Donc en gros, nous, on l'a fait sur un outil digital à l'époque qu'on était en télétravail. Et c'est pareil, c'est un ensemble de choses à afficher obligatoirement pour les employés. J'ai quelques idées en tête. Voilà, il faut qu'ils soient capables déjà de connaître les bases de l'entreprise. Il faut qu'il y ait l'adresse aussi du médecin du travail, du médiateur, etc. Toutes ces choses-là, en fait, doivent être inscrites dans l'affichage obligatoire. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'un
premier recrutement, en fait, va nécessiter des premières démarches de la part de l'employeur. Oui. Et donc, ces démarches-là, en fait, il ne faut pas juste y aller à l'aveugle en se disant je vais recruter et puis la personne va travailler, etc. etc. En fait, il y a des choses à mettre en place à côté. Après, derrière, on peut les réutiliser pour les personnes suivantes. Mais voilà, ça déclenche un certain nombre d'actions qu'il ne faut certainement pas oublier. Et c'est rare qu'on nous y fasse penser. Ouais. En fait, tout ce qui est réglementaire, il faut vraiment prendre le temps de se renseigner. Il y a des acteurs qui sont très utiles pour ça. Déjà, la médecine du travail, vous pouvez les contacter. Ils vous répondront sur plein d'aspects. Ensuite, il y a quelque chose qui est obligatoire quand on recrute, c'est avoir une mutuelle et une prévoyance pour les employés. Mais du coup, cette mutuelle, cette prévoyance que vous choisissez va vous donner aussi des conseils sur le premier recrutement et vous dire les points d'attention à avoir. Comptable aussi. Le comptable et de bons conseils aussi sur ces aspects-là. Donc attention, voilà, pour l'aspect réglementaire, n'hésitez pas à vraiment poser la question autour de vous, avec les experts que vous connaissez. Et ensuite, je voudrais parler de rémunération, ou plutôt du budget à allouer à ce nouveau poste. Autant on pense tout de suite à la rémunération et à générer le budget qui va avec, autant il y a beaucoup de coûts cachés aussi à un recrutement. Oui, alors déjà la rémunération. On visualise toujours le brut de ce qui est promis dans le contrat auprès de l'employé. Ce brut, en réalité, il y a des frais supplémentaires, des frais d'URSSAF, il y a des frais qui sont à compter. Et puis, il faut penser également aux coûts de formation de l'employé. Les coûts matériels aussi. Les coûts matériels. Donc, il y a énormément de frais annexes à la rémunération. On ne va pas tous les lister parce que ça va dépendre aussi de votre politique d'entreprise, de plein de choses. Mais effectivement, dès qu'il y a un repas d'équipe, dès qu'il y a des choses comme ça que vous financez, ça fait partie des frais annexes. Ça dépend aussi du secteur d'activité. Dans certains secteurs, par exemple, il faut fournir aussi des équipements, par exemple des tenues. Obligatoire, etc. Et de toute façon, de manière générale, le matériel de travail doit être fourni par l'employeur. Maintenant, il y a, pour cette rémunération-là, ensuite, il faut trouver le juste prix, de la même manière que pour une offre. Évidemment, il y a une convention collective la plupart du temps qui va vous indiquer des fourchettes, en tout cas des minima à respecter. Et ensuite, c'est à vous d'évaluer par rapport aux besoins, par rapport à la capacité à être rentable de ce recrutement, quel est le juste salaire, tout simplement. Tout à fait. Après, il y a aussi l'offre et la demande. Un profil qui est assez rare va coûter plus cher. Une compétence rare va coûter plus cher qu'une compétence que tout le monde a. Une fois qu'on a identifié, donc on a mis en place les documents nécessaires, tout ce qui est légal et compagnie, on a défini les besoins, on sait combien on veut payer, il est temps de passer une annonce et du coup de sélectionner parmi les CV qu'on reçoit. Alors, pour notre part, nous, ce qu'on a mis en place comme pratique, qui a toujours marché jusque-là, c'est tout simplement de poster une annonce sur LinkedIn. Oui, quand il y a peu de recrutement à faire, une petite annonce sur LinkedIn, ça marche plutôt bien, ça attire des gens. Maintenant, ça peut attirer des personnes qui ne sont pas ciblées. Donc derrière, il y a un tri à faire dans tous les cas. Moi, le premier conseil que je donne, c'est bien de répondre à tout le monde. Même si la personne, vous n'allez même pas lire son CV, il faut lui envoyer un petit message en disant je vous êtes pas retenu, tout simplement. Alors moi, pour le coup, je ne réponds pas à ceux qui sont complètement hors sujet, dans le sens où, j'en sais rien, moi j'ai posté une annonce, je vais dire un truc au hasard, pour faire du montage vidéo, et que quelqu'un me répond, je sais faire des sites web. S'il n'a pas pris la peine de lire mon annonce et la fiche de poste, je ne vois pas pourquoi je prendrais la peine de lui répondre. Oui, en fait, il y a des moments où LinkedIn peut pousser un CV de manière automatique sans que même que la personne sache en fait qu'elle s'est positionnée sur l'offre. Donc effectivement, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de répondre. Moi, je parle vraiment de la personne qui a fait la démarche, qui a potentiellement envoyé un message, un mail ou qui a essayé d'appeler. Donc c'est toujours important de répondre, de donner un avis qui soit positif ou négatif. Tout à fait. Et ensuite, dans le process de sélection, vous avez une pile de CV. Il faut les filtrer, ces CV, il faut les trier. Ça peut prendre du temps. Ça prend énormément de temps. En général, par rapport à ce que vous recherchez, c'est assez évident de retirer ceux qui ne conviennent absolument pas. Là, il vaut mieux le faire par élimination. C'est-à-dire qu'il y a des profils qui ne vont pas du tout correspondre à qui vous recherchez. Et ensuite, parmi les CV restants, alors soit il en reste trop, il faut trouver un autre moyen de filtrer. Soit c'est bon, vous pouvez passer aux entretiens. La notion de lettre de motivation, aujourd'hui, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Tout simplement parce qu'elles sont rarement personnalisées pour l'entreprise. Elles sont rarement tout simplement écrites par la personne qui l'envoie.
Donc c'est du temps perdu de la lire, hein, tout simplement, donc ça sert à rien de la demander. Oui, à une époque où il n'y avait pas Internet et que chacun écrivait sa lettre de motivation à la main, bah, on avait une chance que ce soit utile comme document. Aujourd'hui, en fait, la plupart des candidats, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller choper un format sur Internet qui est préfet. Ils vont le personnaliser un tout petit peu, potentiellement ne pas le personnaliser pour l'entreprise, envoyer exactement la même lettre à tout le monde. Et puis maintenant, on a l'ère de ChatGPT, donc ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'il y aura une capacité de personnalisation potentiellement de la lettre de motivation, alors que c'est pas la personne qui l'a écrite. Donc pour moi, c'est du temps perdu, hein, de demander la lettre de motivation et surtout de la lire. Donc le CV, déjà, c'est intéressant parce que ça permet de voir concrètement quelle est l'expérience de la personne et ses compétences. Mais tout va se faire derrière dans la phase suivante qui est la sélection lors de phase d'entretien et les tests. Mais du coup, cela étant dit... Donc, étant donné que la lettre de motivation, c'est rare qu'on va l'ouvrir, le CV est d'autant plus important. Mettre un bon titre sur le CV, c'est pas juste son prénom, son nom, c'est le prénom, le nom, le métier et potentiellement la seniorité. Exactement. Et montrer sa motivation, ça se fait différemment aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'une lettre pour ça. Oui, c'est ça. Montrer sa motivation, ça peut passer par multiplier les demandes sur différents canaux. Envoyer un mail à l'entreprise, les appeler, etc. pour montrer une forme de motivation. Adapter les couleurs de son CV aux couleurs de l'entreprise. Exactement, ça peut être adapter les couleurs du CV. Ça peut être, si vous êtes dans un métier créatif, je vous donne un exemple, si vous faites de la vidéo, c'est de produire une petite vidéo, exemple, à partir des données publiques de l'entreprise, pour montrer en fait un cas concret. Donc on peut trouver des moyens de montrer sa motivation et la lettre de motivation n'en est pas un. Restons encore sur les CV, j'ai juste une petite remarque à faire. Les CV qui s'appellent CV, faut arrêter. Hein. CV.pdf, c'est bon. Moi personnellement, ça m'énerve parce que derrière, quand j'en reçois 50 et des candidatures que j'en conserve, j'en sais rien moi, 10, avoir dedans 5 CV.pdf, ils ont un petit peu moins de chances d'être sélectionnés que ceux qui mettent CV, prénom, nom et le métier, quoi. Exactement. Et mettez surtout aussi personnaliser le CV au métier, c'est-à-dire que si vous savez faire plein de choses, ne mettez pas tout, mettez ce qui est important pour le métier. Nous, on a utilisé LinkedIn pour le recrutement. Bien sûr, vous pouvez envoyer des CV aussi dans vos réseaux d'entrepreneurs. N'hésitez pas en fait à utiliser tous les contacts que vous avez pour faire vos recherches. Parfois, les meilleurs candidats viennent de ces moments-là. Et si vous cherchez des candidats qui sortent d'école, par exemple, vous pouvez aussi contacter les écoles directement et exprimer votre besoin et ils vous enverront des CV. Tout à fait, tout à fait. Faut pas négliger le réseau parce que la personne que va me recommander quelqu'un en qui j'ai confiance, il y a plus de chances qu'elle soit une bonne recrue qu'un candidat pris au hasard et qui a potentiellement bien géré les entretiens. Une fois qu'on a les CV, il y a des entretiens à faire passer. Alors là, on va pas vous dire d'en faire 5, 6, 7, peu importe. Déjà, c'est votre premier recrutement, donc on va partir de là. Imaginons que c'est votre premier recrutement. Là, il faut préparer l'entretien. Qu'est-ce que vous allez poser comme question? Qu'est-ce que vous allez demander pour bien comprendre en fait quel est le profil que vous avez face à vous? On va dire qu'il y a deux catégories de questions. Il y a des questions qui vont être techniques, qui vont servir à évaluer les compétences. Et ensuite, il y a des questions qui vont plutôt être pour évaluer les soft skills, comme on dit, et le savoir-être. Le savoir-être, et aussi un petit peu la personnalité de la personne. Pourquoi? Parce que recruter, c'est pas que recruter une compétence, c'est aussi recruter un être humain, tout simplement. Et cette personne, c'est quelqu'un avec qui il faut s'entendre pour pouvoir travailler avec. C'est quelqu'un qui a son caractère, qui a ses ambitions, ses envies, et tout ça, il faut pouvoir le comprendre lors du recrutement pour pouvoir faire le bon choix. Surtout dans les premiers recrutements, c'est d'autant plus important quand c'est une petite entreprise, dans le sens où ces premiers recrutements, c'est ceux qui vont façonner un petit peu l'esprit, la vie de l'entreprise au quotidien. Et donc, si vous cherchez par exemple une entreprise où les gens ont tendance à beaucoup, j'en sais rien, moi, sortir ensemble, discuter ensemble, etc., commencer par quelqu'un qui est un peu dans son coin, etc., ça permettra pas de créer cet esprit d'entreprise que vous cherchez. Exactement. Et du coup, je dirais même pour les premiers recrutements qu'en fait, la partie compétences techniques, ça doit être maximum 25% de la décision. C'est-à-dire que les 3/4 de la décision doivent venir de est-ce que je vais m'entendre avec cette personne? Est-ce qu'on va bien travailler ensemble? Comment on évalue ça? Alors, pour le coup, moi, c'est 100% au feeling. Après, j'ai une expérience en fait dans le sujet.
Et donc, je suis capable rapidement de déceler si, par exemple, une nouvelle recrue va s'entendre avec l'équipe qui est déjà en place ou si je vais pouvoir travailler avec elle au quotidien. Sinon, en fait, si on veut pas se baser sur son intuition, on se base en fait sur la posture de la personne, sur les mots qu'elle utilise, sur la façon de dire les choses aussi. Si je cherche quelqu'un qui va, j'en sais rien, moi je vais dire au hasard, hein, animer une équipe ou animer, j'en sais rien, même un prestataire ou autre chose, je cherche quelqu'un de collaboratif, donc quelqu'un qui va utiliser des mots relatifs au champ lexical de la collaboration, du travailler ensemble. Ouais. S'il commence à me dire j'ai géré, j'ai managé, j'ai dirigé, j'ai piloté, s'il l'utilise une fois, c'est une chose. S'il utilise tous ces mots-là et plusieurs fois, je me dis ok, ça va peut-être pas coller avec l'esprit de ce que j'attends. Exactement. Et puis pareil, ce même type de personne, on va attendre d'elle une certaine énergie lors de l'entretien. Et donc ça se ressent aussi, comme tu dis. C'est ça, exactement. Tout comme si on cherche quelqu'un, par exemple, qui va diriger, etc., quelque chose, et derrière la personne, elle dit toujours « nous avons en équipe, nanani, nanana ». Enfin, à un moment, je vais lui poser directement la question « mais toi, comment t'as animé ça, quoi ?» Attends, avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à te parler d'une opportunité pour les entrepreneurs ambitieux. Découvre le parcours du dirigeant. Bien plus qu'une simple formation en ligne, c'est un tremplin pour développer tes compétences entrepreneuriales et accélérer le succès de ton business. Ce qui nous distingue, nous te fournissons des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer ta réussite et pour optimiser ton efficacité. Et surtout, une communauté d'entrepreneurs passionnés prêts à relever le défi. Si tu veux transformer ta vie d'entrepreneur, il n'y a qu'un pas à faire, rejoindre le parcours du dirigeant. Va sur cette page et commence dès aujourd'hui ton voyage vers le succès avec nous. Alors, il faut savoir que l'entretien, si c'est votre premier, c'est pas un jeu de questions-réponses, c'est pas un interrogatoire. C'est une conversation et c'est à vous de guider et d'aider le candidat à apporter les réponses correctes. C'est-à-dire que c'est pas un piège que vous lui tendez, c'est vraiment une conversation et vous essayez de le faire amener en fait là où vous voulez qu'il aille. Tous les candidats n'y arriveront pas, mais en tout cas c'est votre rôle vous en tant que recruteur. Et moi par exemple, pour savoir justement quelle est la personnalité de la personne, je vais essayer de poser énormément de questions autour du travail mais aussi du personnel. Je vais aller m'intéresser aux hobbies de la personne. Je vais aller m'intéresser à ses meilleurs souvenirs, comment il les a vécus, comment il les a ressentis. S'il aime les voyages, je vais aller lui faire parler de ça. De manière générale, en fait, je vais essayer d'aller chercher un sujet qu'il adore, qu'il aime, pourquoi pas où il y a une passion, et après, je vais aller creuser là-dedans. Parce que c'est là que la personne se révèle, et c'est là aussi où potentiellement, elle va un petit peu perdre de son trac pour pouvoir s'ouvrir. Et c'est très important, en fait, de casser cette barrière dès le début. C'est ça. Moi, j'aime bien aussi recruter des personnes qui sont proactives. Donc, je vais aller chercher potentiellement dans les hobbies, peu importe, quelle a été la proactivité de la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait d'elle-même sans que personne ne lui ait dit, personne ne lui ait montré, personne ne lui ait demandé de faire les choses. Ça peut être sur une précédente mission, sur un précédent travail ou sur un loisir. Encore une fois, quelqu'un qui, par exemple, est dans le bureau de son club de natation, par exemple, ça veut dire qu'il s'est porté volontaire. Quelqu'un qui a été responsable délégué de sa classe ou autre chose, ça veut dire qu'à un moment, il s'est porté volontaire de le faire. Quelqu'un qui ne l'a jamais fait, par contre, je ne retrouverai pas cette notion de proactivité. Exactement. Et pour finir, sur les hobbies, il y a beaucoup de candidats qui peuvent se tromper en pensant en fait que ce qu'on attend, c'est quelque chose qui est relatif au métier, alors que pas du tout. Nous, ce qu'on cherche, au contraire, ce sont des personnes qui ont une vie, tout simplement, qui ont des choses à raconter. En tout cas, c'est comme ça que nous, on recrute. Pour donner un exemple, quelqu'un qu'on va recruter pour être community manager et qui nous dit « Moi, ma passion dans la vie, c'est les réseaux sociaux », en général, je m'arrête là. On ne peut pas juste avoir ça comme passion dans la vie. Pour moi, c'est une réponse préparée qui est juste autour du métier en question. Alors oui, on peut être passionné par les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément une bonne chose parce que être monomaniaque n'est pas forcément une bonne façon d'évoluer dans l'entreprise et dans sa compétence. Oui, tout à fait. On est toujours sur la préparation des entretiens. Donc, on a fait la partie savoir-être. Donc, ensuite, il y a la partie savoir-faire, donc les compétences de la personne. Effectivement. Alors, pour les compétences, soit vous avez, vous, les compétences, déjà, et vous savez quelles questions poser pour évaluer très rapidement les compétences. Mais si vous ne les avez pas, là, il peut y avoir différentes manières de faire. Bon, déjà, on va dire qu'il y a des compétences de base qu'on cherche dans beaucoup de métiers. Je vais donner un exemple. L'orthographe, c'est quelque chose d'assez commun. L'orthographe, c'est assez facile de l'évaluer. Il suffit de faire une petite dictée, en fait, tout simplement. Non, mais nous, pour le coup, on fait rédiger un
texte, enfin on donne un sujet, on laisse la personne rédiger 4-5 lignes, ça se voit assez vite. C'est pas quelque chose qu'on dicte, c'est quelque chose qui sort de la tête de la personne, mais quoi qu'il arrive, en fait, on veut voir en fait aussi l'orthographe du candidat. On n'est pas rigide au point de soulever la moindre erreur, par contre, on veut que la personne se relise et soit capable de voir en fait ses erreurs. Donc ça c'est un premier point, c'est important pour nous, peut-être que pour vous ça l'est moins, mais c'est un exemple. Maintenant, il y a des compétences techniques un peu plus poussées. Par exemple, pour un développeur, ça va être des compétences sur des technologies, sur de la capacité de raisonnement, etc. Pour un community manager, ça va être des compétences rédactionnelles, mais vraiment de trouver des idées et une façon d'écrire une histoire pour qu'elle soit intéressante, etc. etc. Et bien là, en fait, le mieux pour moi, c'est de faire un exercice, tout simplement. De donner un exercice, une étude de cas ou un cas concret en fait, à réaliser et d'analyser en fait, la personne en train de faire cette étude et analyser le résultat. En fait, le fait de faire l'exercice à la personne en direct, ça permet de voir comment elle réagit, comment elle rebondit. Même si elle ne sait pas faire, en fait, vous vous rendez compte si la personne va s'accrocher, aller chercher différentes idées, etc. Ou si elle va rester bloquée. Et dans ce cas-là, autant vous dire que quand vous allez la recruter, va falloir la prendre par la main. Alors que quelqu'un qui déjà cherche, c'est déjà un bon indicateur. Si c'est directement, c'est un indicateur que c'est un expert. Enfin, en tout cas, il est très compétent sur le sujet. Il y a aussi les sujets sur lesquels vous n'avez aucune maîtrise, que vous n'êtes pas capable de faire un exercice ou d'évaluer un exercice fait par la personne. Vous pouvez lui demander un portfolio. Vous pouvez lui demander de parler de ses précédentes expériences et de voir quelle est la conviction, quelle est la certitude et la confiance que dégage la personne quand elle parle de ces sujets. Est-ce qu'elle dégage une passion ou est-ce qu'elle dégage un côté je dis et puis je vois si on va me reprendre, si on va... Voilà. Le dernier côté, c'est que y a la période d'essai aussi. Donc vous avez quand même du temps pour vous rendre compte. Exactement. Pour finir, si vraiment vous ne connaissez pas le métier en question, vous pouvez vous faire entourer. N'hésitez pas à demander dans votre réseau quelqu'un qui connaît cette compétence à venir l'évaluer avec vous pendant l'entretien. N'hésitez pas si vous aviez un sous-traitant qui faisait ça avant, à lui demander s'il veut bien faire les entretiens avec vous pour le recrutement. Ou si vous avez déjà des employés sur le sujet, en fait, tout simplement, les faire participer aux entretiens également. Donc, il y a quelque chose que l'on faisait à une certaine époque, ça s'appelait des tests psychotechniques. Et moi, j'en ai passé un certain nombre lors de mes recrutements où moi, j'ai été recrutée. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas ? Alors ces tests-là, c'est des tests qui globalement permettent d'évaluer la logique. En général, il y a aussi des questions de français, il y a des questions d'observation, de repérage, de plein de choses. C'est globalement fait pour voir en fait si la tête est bien faite, tout simplement. Alors c'est pas, je n'irai pas aller jusqu'à un test de QI parce que le test de QI c'est quand même très particulier. Il y a une approche qui est particulière. Mais là on parle juste de quelques tests avec quelques questions, avec un temps qui est très limité. Qui est très limité. Et d'ailleurs le but c'est pas forcément de terminer le test, mais c'est de faire le plus possible. Généralement il y a plus de questions que de temps. Donc moi ce que j'en pense c'est que ça peut être pratique. En général ils sont payants ces tests là, donc il faut voir aussi, c'est une question de budget, mais ça peut être pratique pour effectivement permettre de filtrer en fait pareil un certain nombre de candidats selon leur capacité de raisonnement. Si vous voulez travailler avec des gens qui réfléchissent vite, qui apprennent vite, qui sont logiques dans leur approche professionnelle, ça peut être un bon point pour évaluer ça. Et sinon, je sais qu'il y a des entreprises qui font aussi travailler les gens sur un petit projet. Genre, ils leur filent en entretien un petit projet de 1 heure ou 2. Voire même, j'ai même vu des entreprises en fait envoyer un sujet à leur recrue. Et puis ceux qui réussissent à le terminer, à l'envoyer, sont les seuls à passer l'entretien. Alors oui, ça peut être un moyen de filtrer quand on a trop de CV, justement. Il y a cependant, j'ai déjà entendu des candidats dire « oui, mais c'est de l'exploitation ». En fait, on m'exploite pour faire un travail gratuitement. C'est que ce ne sont pas de bons candidats. En vrai, non. Généralement, c'est quelque chose qui a déjà été fait en interne. En général, c'est quelque chose qui est déjà fait parce que c'est le seul moyen de vérifier si justement le résultat est intéressant ou pas. Donner un exercice sur quelque chose dont on ne connaît pas les impacts et les résultats, on ne peut pas mesurer en fait si l'exercice est bien fait ou pas, tout simplement. Oui, tout à fait. Généralement, en fait, quand on vous donne ce genre de sujet, c'est que l'exercice a déjà été fait en interne et que un candidat reçoit ce genre d'exercice, en fait, c'est que l'exercice a déjà été fait en interne et il y a un niveau minimum de qualité en fait à livrer pour avoir une chance de passer l'entretien.
Donc, quand vous le recevez, vous n'êtes pas exploité, vous êtes juste évalué par rapport à un standard à Exactement. atteindre. Les projets faits lors d'entretien, ça peut être aussi réalisé en groupe. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, qui font sur une matinée entière. En fait, ils font plein de groupes de 5, 6 pour travailler sur des cas concrets comme ça, hein, des mini-projets qui vont durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ça, c'est un bon moyen aussi d'évaluer la capacité de travailler en équipe. Dans ces moments-là, ça ne veut pas dire qu'il faut être celui qui prend le lead forcément, il ne faut pas être celui qui s'écrase forcément, c'est juste il faut être vous-même. Ça dépend du poste. Hein. En général, c'est pour recruter plusieurs personnes déjà. Ouais. Et Ouais, donc c'est même pas en concurrence en fait, les gens, c'est voilà, potentiellement tout le monde sera... y a pas de c'est pas de la concurrence. En général, c'est vraiment fait pour identifier qui pourrait être former la meilleure équipe, tout simplement, qui pourrait le mieux travailler en équipe en interne dans l'entreprise. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, même quelqu'un qui ne s'exprime pas parce qu'il est intimidé par rapport au reste de l'équipe, eh ben, les recruteurs sont aussi là pour venir poser des questions à cette personne-là pour voir si, malgré tout, elle a eu un impact dans le projet, dans le mini-projet. Donc, quand je disais que les recruteurs est là pour faciliter les choses, c'est vraiment ça. On a parlé donc de ces entretiens, de la préparation de ces entretiens, du déroulement potentiel de ces entretiens. Une fois l'entretien terminé, en fait, il faut sélectionner. Et quand on parle de sélection, en fait, il y a du coup 2 sujets qu'on peut aborder en parallèle en même temps là. C'est la culture d'entreprise et la diversité. Donc, c'est des critères qui rentrent en considération dans le recrutement, en plus des compétences, savoir-être et savoir-faire. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, pour sélectionner, il faut faire une grille de sélection. Il faut donner des notes sur un certain nombre de critères. Et ces critères-là, il faut les avoir identifiés en amont. Tout à fait, nous on a des coefficients. Voilà, et avec des coefficients, etc. Et comme je disais, il y a les critères qui sont du ressenti, mais il faut réussir à l'exprimer ou mettre des points supplémentaires quand c'est le cas, et des critères techniques. Et donc toi, tu parles de 2 autres critères qui sont la diversité et la culture d'entreprise. Alors ce que j'entends diversité, c'est diversité de connaissances et de background. Oui, effectivement, en fait, construire la meilleure équipe pour travailler avec vous, c'est pas forcément avec les meilleures compétences. Parfois, il vaut mieux prendre quelqu'un avec qui on s'entendra peut-être aussi un peu moins, mais qui va avoir des compétences complémentaires, plutôt que quelqu'un qui a exactement les mêmes compétences que nous et qui est notre pote. Donc voilà, c'est vraiment, il faut trouver le bon mix, tout simplement, le bon mélange entre de la complémentarité, tant en termes de comportement, en termes de compétences, parce que c'est ça aussi qui va faire évoluer l'entreprise. L'entrepreneur, la grande capacité de l'entrepreneur, normalement, est de savoir s'entourer des meilleurs. Mais s'entourer des meilleurs, ça ne veut pas forcément dire les meilleurs techniquement sur un point. Ça peut être aussi les meilleurs communicants, ça peut être le meilleur équipier, parce que justement, cette personne-là, je pourrais lui faire confiance, par exemple, les yeux fermés, parce que voilà, elle a tout ce qu'il faut pour ça. Hors cette confiance, yeux fermés, moi je parlerai déjà de l'entrepreneur. En fait, il sait quelles sont ses qualités et ses défauts. Pour ma part, étant par exemple particulièrement scientifique, et j'aime bien aussi le côté littéraire, le côté créatif, visuel, par exemple, je sais que c'est un grand point faible chez moi. Et donc, quelqu'un qui serait fort là-dedans, même si à côté, il manquait en productivité ou manquait en autre chose, je sais qu'il apporte quelque chose qui va pouvoir être complémentaire de qui je suis. C'est ça. Pareil, dans une équipe, quand on a, quand on a par exemple plein de potentiels candidats qui sont intéressants, mais qui n'ont pas l'air fun, je vais dire ça comme ça, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un de supplémentaire dans l'équipe qui va apporter cette touche-là, qui va permettre de créer, là on parlait de culture d'entreprise, qui va permettre de créer une émulsion intéressante pour tout simplement apporter de l'ambiance dans l'entreprise, parce que c'est aussi très important. Tout à fait. Nos recrutements, on les fait par équipe. Généralement, on va faire un recrutement d'un coup de 2 ou 3 personnes. Ce qu'on va vérifier, c'est aussi la complémentarité des profils et des CV. Dans le sens où on pourrait ne pas prendre le meilleur tout simplement parce que en fait à 2 il serait bien plus complémentaire que si on prenait le meilleur sur un sujet et puis le meilleur sur l'autre et qui finalement serait redondant. Exactement, le but c'est vraiment d'avoir une complémentarité à la fois technique et aussi faire en sorte qu'ils s'entendent bien
Et parfois, on préfère rejeter un candidat qui, même si c'est le meilleur techniquement de loin, parce qu'on sait qu'il ne s'entendra pas avec le reste de l'équipe. Cette année, on avait fait des entretiens, c'était sur l'audiovisuel. Michel, il est derrière la caméra. On avait des CV qui étaient techniquement performants sur certaines choses, sur certains aspects, notamment le montage, on avait du très performant. Sauf qu'au final, en fait, ce qu'on a préféré, c'est prendre des personnes qui nous disent « Oui, moi j'aime bien le setup », et l'autre qui nous dit « Moi j'aime bien le montage ». Prendre les deux meilleurs en montage, bah, ça m'aurait bien arrangé, mais derrière, mon setup qui va le faire. Exactement. Tout comme une année précédente, il y en avait un qui disait « Moi j'aime bien l'image » et l'autre qui disait « J'aime bien travailler le son ». Ok, c'est un super combo en fait. A contrario, si on prenait juste les meilleurs et qu'on avait juste une grille en fait d'évaluation des compétences, bah, peut-être que c'est pas eux, je sais pas, j'ai pas fait l'exercice, mais potentiellement ça aurait pas été eux qui seraient ressortis. Exactement. Donc voilà, très important de pouvoir jauger en fait la personne que vous allez recruter en fonction déjà de vous, de votre personnalité, de vos attentes. Et si vous en recrutez plus qu'un, aussi la capacité d'entente. Si c'est un seul, d'entendre avec soi-même. Hein. Ouais, d'entente avec soi-même, aussi d'entente avec le reste de l'équipe si l'équipe est plus grande. Donc c'est pour ça que je parlais de la notion de diversité. Encore une fois, ça dépend de la culture que vous voulez mettre en œuvre. Les soft skills de la personne vont déteindre sur la culture d'entreprise. Donc, selon ce que vous attendez comme culture d'entreprise, il va falloir sélectionner en fonction, tout simplement. Et je me souviens d'une expression que nous avait dite à Audreyne un jour. C'était « faut pas faire rentrer le loup dans la bergerie non plus ». Donc, idem, une personne qui va casser l'ambiance ou la dynamique de l'équipe, potentiellement, mais ça peut être même le plus compétent, ça peut détruire la productivité de tout le monde. Exactement. Et à la taille à l'échelle d'une toute petite entreprise, ça peut être même la fin de l'entreprise. Ah, mais clairement. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une citation, mais on dit que une personne qui sous-performe va derrière faire sous-performer en fait les personnes autour d'elle de 30%. Donc elle va réduire la productivité et la qualité des personnes autour d'elle de 30%. Idem, si vous faites rentrer un high performer, donc quelqu'un de très compétent, très productif, etc., il va faire monter les autres de 30%. Donc c'est aussi important à voir, c'est le sérieux en fait des personnes et voir s'ils vont faire monter tout le monde ou si elles vont faire descendre tout le monde. Une fois qu'on a fait l'entretien, une fois qu'on a choisi, qu'on a sélectionné, derrière il faut faire des feedbacks. C'est hyper important, comme je disais tout à l'heure, de renvoyer un message en fait à tout le monde, que ce soit ceux qui sont pris ou ceux qui ne le sont pas pris, de les appeler ou d'envoyer un mail qui explique en fait si la personne est prise ou pas, pourquoi. Qu'est-ce qui s'est bien passé et aussi ce qui s'est moins bien passé, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est pris, il y a encore des choses à améliorer. Donc il ne faut pas hésiter à être transparent avec ça. Et puis surtout, il faut commencer par les oui, parce que un candidat a le droit aussi de ne pas accepter en fait finalement la proposition. Et donc à ce moment-là, il faut pouvoir se retourner vers la liste suivante dans la sélection. Et du coup, commencez par les oui, faites vos feedbacks aux oui. Et une fois que votre équipe est vraiment constituée, à ce moment-là, vous envoyez les noms. Alors, pour ma part, en fait, en tout cas pour les noms, je ne fais pas de feedback. Je propose de faire un feedback. Dans l'email que je vais envoyer à la personne pour lui dire nous sommes au regret de vous annoncer nanani. Ce que je propose à chaque fois dans ces emails, c'est si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus, etc., revenez vers moi. Et en fait, ça me fait des emails plus rapides à envoyer. J'envoie la même chose à tous ceux qui sont rejetés. Et puis derrière, si les rares qui me rappellent derrière pour en savoir plus, je leur donne la réponse. Et tu prendras le temps pour voilà, je prends pas le temps pour ceux qui n'ont pas plus envie de savoir comment s'améliorer. Enfin, c'est des conseils non sollicités, donc why bother? Pourquoi s'embêter? Il y a un autre sujet dans le feedback qui est l'évaluation du recruteur et en fait l'amélioration continue. Faut pas hésiter en fait, au moins auprès des candidats qui ont été retenus, plus tard, une fois qu'ils sont partis de l'entreprise, etc. Aussi de leur demander comment ils ont vécu le moment, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié, comment ils ont vécu le moment, et du coup, ça permet en fait de s'améliorer en tant que recruteur. Tout à fait, très important. Donc dernier point, formation et développement. Lorsque vous recrutez, il faut penser tout de suite aussi à l'évolution de la personne. Quelqu'un qui va arriver, elle débarque pas opérationnelle tout de suite, donc il va falloir en fait la former déjà à votre entreprise, à un certain nombre de choses. Donc ça sert à rien de recruter sans avoir préparé tout ça. Je pense pas qu'on va s'étendre sur tous les aspects de la formation, mais en tout cas... Oui, tout à fait. Voilà. Une personne qui va rentrer dans l'entreprise a besoin de connaître les règles de l'entreprise, a besoin de connaître comment ça fonctionne,
personne a besoin d'acquérir son poste, de savoir que fait l'entreprise, pourquoi elle le fait, etc. Rien que pour adhérer à l'esprit de l'entreprise, en fait, il faut savoir ce qu'elle fait. Et donc, surtout pour vos premiers recrutements jeunes entrepreneurs, vous avez besoin en fait que vos premières recrues, en fait, elles connaissent bien l'esprit de l'entreprise, quitte à le passer, en fait, derrière, que ce soit elles qui le passent au suivant. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à négliger. Assurez-vous, avant de mettre la personne dans le grand bain et lui demander de faire son travail, assurez-vous des compétences qu'elle a, de la compréhension du poste qu'elle a, des outils qu'elle a, etc. Donc personnellement, ce que je mets en place ou ce qu'on met en place chez Créasila, c'est déjà des rencontres quasiment toutes les semaines, même quotidiennes avec l'équipe, minimum 15 minutes par jour. Et ensuite, pendant la période d'essai, on va faire 2 à 3 entretiens pour s'assurer que la personne en fait prend bien possession de son poste. Ok. On a du coup vu un ensemble de points qui sont importants pour nous dans le recrutement. C'est des points qu'on a éprouvés nous-mêmes en fait dans notre façon de recruter et dans les nombreux recrutements qu'on a pu faire jusqu'à présent. Alors quand on dit nombreux, c'est environ une dizaine. Une dizaine pour Créasila, plus pour Créasila. Tout ce qu'on a fait par le passé. Exactement. Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter des personnes qui sont experts dans le recrutement qui vous aideront dans cet aspect-là. Bon courage pour vos futurs recrutements. Allez, à bientôt.